Tout de suite, ils ont décidé d'être au plus proche de chez vous. La région et la folle journée de Nantes vous offrent une scène itinérante qui sillonne 13 communes pour vous offrir le meilleur de la musique. Et nous avons décidé de poser nos valises dans l'une d'entre elles, ici, à Sablé-sur-Sarthe, pour un récital d'exception. Vous allez voir, c'est parti. Je suis donc avec Alain Pontonnier. Bonjour Alain, ça va bien ? Bonsoir, oui ça va bien, très bien. Donc conseiller à la ville de Sablé. La ville de Sablé, voilà, avec une délégation auprès du tissu associatif et membre aussi du conseil d'administration de l'Entracte. Donc ce qui fait que je siège Dans cette histoire. je m'y retrouve et voilà, puis je viens assez fréquemment. Alors je suis depuis très longtemps au CA d'Entracte. Moi la culture a toujours été... oui, voilà, entre autres, parce que moi je suis assez multitâche. Donc c'est pour ça que j'ai une délégation auprès des associations. C'est bien d'être couteau suisse. Alors là, on se retrouve dans le cadre de la folle journée de Nantes, mais en région, donc en Pays de la Loire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous avez travaillé de concert pour cette programmation cette année ? Alors nous, si vous voulez que je parle de notre association, qui est la cantonade, un cœur d'homme, nous ça fait plusieurs années qu'on le fait. Et on se met ça un petit peu comme un challenge. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, on commence à vraiment travailler sur le thème, parce que la folle journée est toujours avec un thème. Et on trouve un intérêt à le faire, parce que ça nous oblige à apprendre des chants, à travailler sur un thème. Et puis, c'est se produire dans des salles où on n'aurait peut-être pas l'occasion en tant que formation amateur. Alors que là, les portes nous sont grandes ouvertes dans des salles quand même qui sont... Je pense que c'est ce qu'on vit nous à Sablé, ça se vit sur toute la région pour tous les amateurs et c'est quand même quelque chose de formidable. Il y a près de 1500 musiciens amateurs ou chanteurs qui se produisent. Justement, est-ce que vous pouvez rappeler le principe à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas ce que c'est que la folle journée ? Alors, la folle journée, c'est quelque chose qui a été initié au départ par la ville de Nantes et puis qui a été repris par la région à un moment en se disant tiens, ça serait bien que, donc c'est toujours 8 jours avant la folle journée à Nantes, vous avez cette folle journée en région, enfin ce week-end, on dit la folle journée, mais là on est sur un week-end et vous avez des villes qui se sont associées à cette démarche auprès de la région et donc vous avez des artistes qui tournent sur tout le week-end avec il y a deux principes qui sont vraiment importants. C'est ouvert aux amateurs. 2, c'est des concerts de 45 minutes. Et c'est des prix d'entrée qui sont quand même très très abordables. Donc moi je trouve que le principe est vraiment très bien, que ça permet de voir des artistes, ça permet d'entendre des choses que beaucoup de gens, quand on arrive à certains prix, si vous êtes un peu en famille, tout de suite ça monte et vous vous dites oh là là, moi je ne veux pas que là, vous avez des concerts pour 6, 8 euros. C'est de la musique à la fois classique, contemporaine. Bien sûr, on voit de tout. Hier soir, on avait plutôt un ensemble qui venait un petit peu des Balkans, qui jouait de la musique qui venait des Balkans. Là, cet après-midi, c'était un peu plus des musiques de films, des choses comme ça. On a vraiment un peu de tout, Et il y a ce mélange classique, effectivement, et contemporain. Et voilà, c'est vraiment une vie sur ce festival. Les gens se revoient sans arrêt à l'entrée. Ah tiens, et je pense que, pour moi, tout le monde s'y retrouve, même l'Entracte, parce que pour eux, c'est quelque chose, c'est un week-end vivant, C'est vraiment... et puis, c'est sûr que c'est un travail de plateau, de machiniste. Je pense que souvent, eux... mais ils adorent aussi, Ils aiment bien. Je pense que pour eux, c'est un travail intéressant. Vous venez de parler d'artistes. Justement, on va aller à la rencontre de nos 2 artistes qui se produisent actuellement sur scène. Et voilà, ils vont nous expliquer un petit peu le pourquoi de leur participation à cette folle journée. Merci beaucoup, Alain. Merci.
Eh bien, nous sommes avec deux musiciens émérites, merveilleux, chefs d'orchestre tous deux. Ils enseignent, ils sont merveilleux. Bonjour, cher Philippe Arnold, ça va bien? Oui, ça va, merci. Bonjour Sylvain Blassol. Bonjour. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question tout d'abord, c'est pourquoi, c'est pas la première fois que vous participez à cette fameuse folle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de participer à cette journée? Est-ce que c'est une manière d'amener de la musique de qualité en ruralité, par exemple? Vous avez déjà répondu. C'est bien, vous faites les questions et les réponses, c'est génial. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est une vieille histoire, l'amitié entre René Martin et moi-même. Et ça fait plus de 20 ans que je viens aux Folles Journées à Nantes. Donc il y a un peu plus de 20 ans, puisqu'on fête les 20 ans en région. Et en effet, le fait de se retrouver au contact de plein de publics, de toute façon, si vous voulez, il y a quelque chose en moi de moteur, c'est de faire partager une passion. Parce que quand on a vraiment une passion, ce qui est notre cas, enfin le mien, mais le tien aussi, Sylvain, mais on ne peut pas la garder pour soi, c'est pas possible. Il faut absolument la communiquer. Et j'espère qu'on y est arrivé ce soir, on peut. Alors justement, vous parlez de partage. Effectivement, quand on vous voit tous les deux, on a l'impression que vous êtes en symbiose totale. Vous avez l'habitude de travailler ensemble? On a souvent joué ensemble, oui. Pour là, on a pas mal répété, et même on s'est juste rien que parlé pour le répertoire de ce qu'on allait jouer. Mais oui, on a joué pas mal dans le passé. On a fait plusieurs concertos de Mozart. On a même joué ici aussi aux Folles Journées aussi quelquefois. Oui. On prend toujours plaisir à jouer ensemble. Ouais. Alors, je me suis laissé dire que vous aviez deux flûtes, vous, l'une en bois et l'autre en or, paraît-il. Alors, est-ce que vous choisissez la flûte en fonction du répertoire que vous allez jouer? Écoutez, là, je suis au regret de vous informer qu'on m'a volé ma flûte en bois. Donc, oui, absolument. Donc, je n'en ai plus qu'une. Mais avant, en effet, selon les répertoires, mais là, sur un répertoire comme ça, qui est donc essentiellement 19e et 20e siècle, j'aurais gardé ma flûte en métal. Qui est d'ailleurs en or, je le dis, soit dit en passant. Même question, même punition, Sylvain. Est-ce que vous, pareil, vous changez de harpe? D'ailleurs, votre harpe, c'est une harpe classique? Oui, enfin, c'est une harpe assez récente. C'est ce qu'on appelle une grande harpe. C'est une harpe à pédales. C'est un mécanisme qui sert pour, non pas comme le piano à faire des résonances, mais qui sert à faire en gros les altérations, quoi. Et alors moi j'ai beaucoup de harpes anciennes, j'adore ça. Bien. Oh, j'en ai une trentaine au moins. Ah oui, même. Et vous jouez avec chacune d'entre elles? Oui, enfin selon ce que je dois jouer. Mais ici ce soir on a joué un répertoire qui était très varié, qui prenait différentes époques. Et l'idée, c'est de trouver une harpe sur laquelle on peut tout jouer, donc c'est-à-dire une harpe polyvalente. Et il me semble que c'est comme ta flûte aussi, pareil. C'est des instruments qui permettent de tout jouer bien. Alors évidemment, il y a des instruments qui sont probablement plus adaptés pour tel type de répertoire. Par exemple, moi j'aime bien jouer le concerto de Mozart sur une harpe de l'époque, quoi. Enfin, ou même au début 19e, toutes ces harpes anciennes, j'aime bien. Oui, elles sont vraiment très différentes. Et puis même aussi au niveau des cordes, c'est pas le même toucher, c'est pas le même appui, c'est pas le même écart entre les cordes. Enfin, il y a plein de. C'est comme une voiture moderne, si vous voulez, et puis une vieille voiture qui aurait 60 ans aujourd'hui, quoi. C'est pas tout à fait le même confort moderne en quelque sorte. Vous avez parlé du répertoire que vous avez choisi de concert. Alors du coup, on est passé de quel musicien à quel musicien? Le thème, c'est la nuit. Donc, effectivement, la musique, elle est remplie de sérénades et de nocturnes. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les nocturnes de Fauré, de Chopin, toutes ces partitions-là, elles ont quelque chose de poétique et de doux. Mais en même temps, moi, je pense que c'est des partitions qui veulent aussi dire à être jouées le soir, au coin du feu. Il y a quelque chose de paisible. Et ça n'a évidemment pas du tout vocation à endormir les gens, heureusement d'ailleurs. Et alors, donc, on a d'abord joué en première partie 4 partitions comme ça, un peu de cette nature. Et puis, par contre, après, les 3 dernières, elles avaient quelque chose de plus concret avec la nuit, puisqu'elles la décrivaient pour le coup. Donc, une pièce d'Éric Satie, donc cet excentrique génial que Debussy adorait. Ensuite, tout à fait. Alors, lui, c'est une description des étoiles, à sa façon, hein, bien sûr. Et la deuxième partition, c'était une partition d'un Danois qui s'appelle Nielsen, mais qui a vécu à peu près au même moment. Alors ça, c'était juste parce que le titre de cette musique s'appelle Le brouillard se lève. Donc là, effectivement, on est à la fin de la nuit.
Et alors, une partition que je tenais absolument à ce qu'on joue, c'est une partition de musique indienne de Ravi Shankar. Alors ça, c'est très inhabituel quand on est musicien classique de jouer du Ravi Shankar, puisque c'est la musique indienne traditionnelle. Mais il se trouve que Shankar, qui avait rencontré mon maître Jean-Pierre Rampal, lui a dédié une partition, lui a écrit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou un élève, parce que quand même de la musique de tradition orale, etc., traditionnelle indienne, pour qu'elle se retrouve sur une partition avec une portée, etc., je connais pas assez l'histoire de cette pièce. Mais en tout cas, pour nous, elle a l'énorme avantage, avec des instruments modernes, avec une culture classique, totalement classique, ultra classique, de jouer de la musique dont on est très 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 éloigné et que je suis sûr un Indien entendrait, il trouverait ça absolument atroce. C'est peut-être comme si un Indien se mettait à jouer des valses de Vienne. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas, oui. Mais c'est sûr que déjà, c'est pas les mêmes instruments. Donc ça, ce sont des instruments, la flûte et la harpe, c'est pas ce qu'on trouve en Inde. Une formation particulière. Ah oui, enfin il y a une histoire aussi de cette formation. Il y a quand même la flûte. Il y a la flûte. Indienne, et puis Il y a la flûte, il y a les cordes, il y a les principes élémentaires. Hein. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Il manque les percussions, il manque le bourdon, enfin il manque beaucoup de choses. Donc c'est presque une transcription pour des instruments occidentaux, si je puis dire. Mais ça, c'est des choses qu'on voit très souvent en réalité. La transcription de pièces populaires, enfin pas populaires parce que le raga c'est absolument pas populaire, mais de pièces qui sont pas du répertoire traditionnel, qui sont pas dans notre répertoire occidental, on en voit très souvent dans la musique classique. Le Bartók par exemple. La Bartók, faut aimer quand même, hein. C'est particulier Béla Bartók. Hein. C'est un génie, Bartók. Bartók c'est un vrai génie. Toutes les danses populaires hongroises, les danses roumaines, tout ça, tout comment dirais-je, l'incidence de la musique populaire, traditionnelle et folklorique, chez Bartók, c'est très important. Chez Liszt aussi, par exemple. Chez Ligeti, enfin, ça a toujours été très, très important. Ça. Même chez Mozart, on trouve aussi chez tous les musiciens baroques, ah oui. Parce que les suites dans la musique baroque, c'était des suites de danse. Mais c'était des danses, il y a des bourrées, il y a des gigues, il y a des menuets, mais c'était évidemment pas des musiques qui étaient destinées à être dansées, mais c'était une espèce de transposition, de sublimation d'une musique populaire, la bourrée auvergnate, dans les partitions, et on jouait, alors peut-être c'était aussi une façon de s'encanailler, comme ça, on jouait des bourrées. S'il vous plaît, hein, s'encanailler. Oui, dans les salons du XVIIIe siècle, on jouait des bourrées, peut-être qu'on faisait ha-ha, ils devaient être très snobs déjà à ce moment-là. C'est marrant, la ferveur que vous avez à parler de tout ça alors que vous sortez de scène, c'est incroyable. Alors juste une dernière petite question pour finir. Là, vous avez joué en toute petite formation, vous étiez que deux, c'était très intimiste. Vous qui êtes chef d'orchestre l'un et l'autre, vous vous souvenez de votre choc, mais le premier choc musical que vous ayez reçu, en 2 mots, hein? Ah oui, alors en 2 mots, c'est difficile parce que moi, c'est... Mais il faut faire ça en 2 mots. Moi, c'est quand j'ai joué à 15 ans la 4e flûte dans la Passion selon saint Matthieu de Bach. Et une chose qui ne m'est depuis plus arrivée, c'est que je me suis mis à pleurer en jouant tellement je trouvais ça beau. Merveilleux. Et vous ? Alors moi, le vrai choc, le premier choc, hein, vous me demandez le premier choc, j'avais 2 ou 3 ans, mes parents m'ont emmené à un concert de flûte de pan et harpe. J'ai dormi tout le concert. Et ensuite, c'était la nuit, hein, j'ai dormi tout le concert et ensuite je n'ai eu de cesse de harceler mes parents pour pouvoir jouer de la harpe. C'est vraiment le premier choc, j'en ai aucun souvenir, mais c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, merci messieurs. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. L'émission est déjà terminée pour nous, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut!